To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. 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 Ça y est, la peur est de retour. Vous vous en doutiez ? Il y aura toujours un tueur au bout du fil, derrière votre fenêtre. À vous épier. Vous observez, attendant le moment propice. Nous sommes en 1996 et c'est la sortie de Scream de Wes Craven, un film en apparence assez commun, mais qui s'apprête en réalité à relancer un genre bien particulier. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? À la fin des années 80, le slasher connaît une baisse de popularité inquiétante. Le public finit par se lasser par la multiplication de suites qui font leur apparition sans jamais renouveler l'exploit du frisson originel. Même les fans s'intéressent de moins en moins à ces séries B, souvent au rabais, et qui étirent le genre jusque dans ses derniers retranchements. Heureusement, un maître du cinéma s'apprête à donner un second souffle au slasher movie. Avec Scream, Wes Craven dépoussière le genre en reprenant sa recette miracle. Un tueur apparaît, semant mort et désolation dans un groupe de jeunes. Mais cette fois, le film détourne les codes habituels pour s'en moquer subtilement. C'est l'avènement du néo-slasher. Ce sous-genre voit naître, grâce au succès de Scream, toute une génération de slasher movie. Ici, le meurtre et la mort prennent une dimension plus parodique. Un second degré irrévérencieux s'installe, mais sans jamais désamorcer la peur, indispensable pour qu'un slasher movie fonctionne. Le public demande plus de frissons, et le néo-slasher prend cette volonté à bras-le-corps en proposant de véritables montagnes russes qui proposent un bouquet tonitruant de sensations fortes. En fait, le néo-slasher apporte un sous-texte cynique qui le rend bien différent de son aîné, tout en reprenant les lois. À ce moment-là, le genre devient extrêmement populaire chez les adolescents. Cette nouvelle version du slasher marche d'ailleurs tellement bien que Scream a le droit à de nombreuses suites, entraînant dans son sillage toute une flopée de néo-slashers qui surfent sur la vague de son succès. Même la saga originelle du genre aura droit à sa suite néo-slasherisée, puisque l'épisode anniversaire d'Halloween, Halloween, 20 ans après, reprend les codes du fameux Scream. Et à travers le cynisme un poil parodique qui fait tout le sel de ce nouveau genre, ces films créent peu à peu une figure modifiée du tueur masqué. Une version novatrice du serial killer qui prend directement racine dans l'âge d'or du slasher tout en détournant les codes. C'est le boogeyman. Le boogeyman, qu'est-ce que c'est ? C'est une créature mythologique née des histoires qui effraient les enfants. Le croque-mitaine, le monstre caché sous le lit, cette présence derrière les portes closes du placard, et toutes ces légendes urbaines de cours de récréation, héritières d'histoires d'antan, vouées à décourager les enfants peu obéissants. Cette nouvelle dénomination du tueur masqué met en lumière plusieurs évolutions dans l'archétype. Si les tueurs du slasher classique avaient une apparence monstrueuse, mais étaient pour la plupart bien humanisés, les boogeymen se démarquent en ne proposant aucune motivation claire, aucune caractérisation, en faisant finalement des symboles plus que des personnages. C'est d'ailleurs dans la saga Destination Finale qu'on peut le constater le plus justement, puisque le boogeyman en question se trouve être la mort elle-même. Elle traque sans relâche ses victimes puériles et innocentes, sans montrer ni justification, ni remords. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le boogeyman est tellement déshumanisé qu'il représente une fatalité plus perturbante encore que le mal. Comme il n'y a rien de maléfique à voir un lion se jeter sur une gazelle, le prédateur qu'est ce boogeyman ne prend pas de décision pour le plaisir du mal. C'est un simple prédateur. D'autre part, en s'adressant à un public plus jeune, le boogeyman représente parfaitement le frisson qui n'a ni sens ni visage, se plaçant pour l'audience adolescente comme un pont
entre les peurs de l'enfance et l'angoisse de l'âge adulte. On pense bien sûr au Babadook ou au terrible Bagoul de Sinister. Le boogeyman est donc un vestige de nos terreurs d'enfance qui subsistent à l'écran. Historiquement, le genre est à son adolescence en pleine maturation, d'autant qu'il cherche à s'adresser à un public de plus en plus juvénile. Et grâce au succès de ces figures monstrueuses et mythiques, presque tous les classiques du slasher ont droit à leur remake version néo-slasher. Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, la peur fait son grand retour sur nos écrans. Mais peu à peu, le public commence à se moquer du genre, le faisant passer à une forme de série Z peu enviable. La sortie de Scary Movie, film premier degré qui se moque ouvertement de ses aînés, annonce d'ailleurs la fin imminente du slasher et du néo-slasher. Au début des années 2000, le néo-slasher se voit remplacé peu à peu par un nouveau genre, plus radical. Les adolescents ont grandi et leurs attentes ont évolué. C'est donc, tout naturellement, que les cinéastes commencent à proposer un nouveau type de divertissement, directement hérité du slasher, le torture porn. Avec Saw, le tueur passe au second plan. Ce qui importe, c'est de transporter les protagonistes dans des situations de souffrance extrême. Fort du succès de la saga, les films qui s'en inspirent y poussent leurs victimes aux limites de la souffrance humaine. Souvent, il est question de moralité, de choix. On met à l'épreuve l'empathie et l'instinct de survie de chacun. Qui choisiras-tu de sauver ? Quel prix es-tu prêt à payer pour survivre ? Que ferais-tu pour sauver un être cher ? Le choc est tellement gigantesque que le public finit par oublier le cynisme et la dérision du néo-slasher et préfère prendre au premier degré ces questionnements humains primaires. Les réalisateurs ne se font pas prier pour offrir une réponse. Hostel, Green Inferno, Cannibal Holocaust. Dans tous ces films, la menace vient d'autres êtres humains, souvent de ceux qui nous sont proches, qui devront choisir, en leur âme et conscience, de nous sauver ou non. Au bout de ce tunnel de cruauté, on trouve les films de cannibalisme, qui révèlent parfaitement le tueur masqué qui se cache en chacun de nous. Ou le Rape and Revenge Movie, qui met en lumière la vengeance de celle qu'on a bafouée, violée, torturée et laissée pour morte. Dans le torture porn, tous nos actes ont des conséquences. Le torture porn rencontre un succès immédiat. Moins populaire que ses aînés, il séduit malgré tout un public en manque de sensations fortes, ou qui s'interroge simplement sur les tréfonds de l'âme humaine. Mais ce sous-genre ne tient pas du seul slasher. On peut voir une parenté dans une flopée d'autres métrages plus anciens qui s'interrogeaient déjà sur ces questions terribles. On peut considérer Salò ou les 120 journées de Sodome comme le véritable ancêtre du torture porn. Ce film, longtemps interdit, soulève des questions relatives à la torture, à la sexualité et à la domination d'une classe sur une autre. Et c'est précisément ces thématiques que l'on retrouve dans les films hérités plus directement du slasher. Le torture porn est donc un hybride, coincé entre des questionnements de films d'auteur comme Pasolini et les thématiques universelles du slasher d'antan. Cette recette est d'ailleurs toujours autant d'actualité puisque des productions comme American Nightmare, Scream Queens ou American Horror Story en reprennent tous les codes. On y trouve en plus des thématiques sociales qui viennent s'ajouter à la relation de terreur entre le prédateur et leur proie. Avec cette nouvelle vision de la peur, les cinéastes ajoutent une dimension politique qui s'inscrit parfaitement dans les interrogations du XXIe siècle. Comme le slasher de l'âge d'or, qui réagissait à la libération sexuelle de son époque et au bousculement des mœurs chez les jeunes, ce nouveau sous-genre vient donc parfaitement utiliser le 7e art pour parler de son temps. La boucle est bouclée. Finalement, il nous aura fallu 3 vidéos pour répondre à une question très simple. Pourquoi le slasher a-t-il été, de tout temps, si populaire ? On sait maintenant qu'il a su évoluer comme peu d'autres genres pour adapter son propos aux différentes époques qu'il a traversées. Comme le monstre du placard, il a su muter et se transformer pour devenir plus fort, plus adapté et plus conforme à nos désirs les plus secrets. Ce qu'il faut noter, c'est surtout que le slasher reflète une réalité plus complexe que notre simple amour du frisson. C'est un genre qui, en survivant
à de nombreux changements de la société, a adapté son propos pour correspondre à merveille aux psychoses de son époque. Car la peur est une déficience mentale partagée qui inspire et aliène la société dans son ensemble, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un nouveau danger d'envergure. La peur de l'autre, de ce qui nous est différent, de ce qui arpente nos rues, qui passe sous nos fenêtres, des fous, des marginaux, des pauvres, des riches, des enfants, des personnes âgées. Il y a tant de peurs à exploiter qu'un seul genre, même aussi riche que le slasher, ne suffit pas. Nous voilà au terme de notre voyage. Le slasher a su évoluer à travers l'histoire du cinéma, disparaissant et apparaissant sans cesse sous de nouvelles formes. Ni jamais vraiment disparu, ni jamais là pour de bon. Tel est l'avenir des genres. Comme le mort-vivant, inutile de se le cacher, le slasher reviendra toujours nous hanter. Quelle nouvelle incarnation nous prépare-t-il ? Nous verrons bien. Mais ne soyez pas trop pressés de le voir revenir. Les tueurs sont éternels.